Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois ensemble, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, pour nous accompagner, mon complice, Alain Denisot. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Avec vous, on parle aujourd'hui. On va parler du tourisme, un premier bilan de la saison estivale. Et puis, question de l'internaute, les effets, les raisons et les effets d'un dollar fort. Dollar fort. Ouais. Merci, on verra ça ensemble tout à l'heure. Et Alain, cette émission est un peu particulière puisque c'est la 150e. L'émission économique de Télé Grenoble est née en 2009. Il y a donc 13 ans. Elle a eu plusieurs noms, Écho à l'affiche, Classe Affaires et depuis quelques mois donc Alpes Décideurs. Mais au fil des années, l'objectif est bien resté le même, présenter des histoires exceptionnelles, des savoir-faire hors du commun, valoriser l'esprit d'entreprendre. Ensemble, nous avons poussé les portes de grands groupes comme Arémon, Samsé, King Jouet, Tesser et bien d'autres. Nous vous avons présenté de sacrées personnalités. Je pense par exemple à Pierre Martinet, à William Gauzy, à Patrice Joppé ou encore à Jacques Glénat. Et nous avons plongé dans les coulisses d'imprimeries, de magasins, de parcs d'attractions, de chocolateries, d'hôtels, de stations de ski, d'usines de haute technologie, bref, de tout ce qui fait cette richesse économique des Alpes. Alors ce 150e numéro est un peu particulier, l'occasion de revenir sur deux sagas exceptionnelles de ces dernières décennies, que nous avions d'ailleurs reçues au début. Spartoo, le spécialiste de la vente en ligne d'articles de mode, chaussures en particulier, et Airstar, le leader mondial de la conception et de la fabrication de ballons éclairants. Mais pour l'heure, on ne déroge pas à la règle et à la tradition. C'est la rubrique décryptage. Elle nous permet chaque mois de décortiquer des mécanismes économiques, d'en comprendre les rouages ou de faire un point sur la conjoncture. Et c'est précisément le cas aujourd'hui, puisqu'Alain, vous avez choisi de faire le bilan touristique de l'été. Oui, alors un premier bilan en 2022, parce que l'année 2022 n'est pas terminée, heureusement. Dans un contexte pour le moins incertain, la pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation, l'énergie. Donc on pouvait s'attendre à des choses mitigées, moyennes, et de fait, l'année 2022 est excellente à date. Alors rappelez quelques éléments, quelques chiffres clés. La France est le premier pays visité au monde, 90 millions de visiteurs en 2019, 2020, 2021 c'était très particulier, c'est 8% du PIB, et ça emploie de façon quasi directe 2 millions de personnes en France. Donc c'est un secteur économique extrêmement, extrêmement important. 2022, c'est une belle année. Très belle année. D'une part, les Français sont plus partis en vacances. 7 Français sur 10 sont partis en vacances, ce qui compte. 78% de la fréquentation a été générée par du tourisme notamment étranger, notamment par du tourisme des États-Unis, enfin anglo-saxon dans une vision générale. Pas beaucoup de tourisme asiatique, très, très marginalement. Et puis globalement, les activités ont été bien soutenues. L'hôtellerie est très, très bien soutenue. Tout ce qui est hébergement, camping également, les activités de parcs de loisirs a été également extrêmement dynamique. Donc on a une très belle saison 2022 qui s'annonce. Alors malgré tout, il y a quelques points d'attention à avoir. Premier point d'attention, c'est que le pouvoir d'achat avec l'inflation a baissé. Donc les activités, on va dire ludiques, ont un peu diminué, notamment en station de montagne. La restauration, c'était un peu plus compliqué, à la fois parce qu'il y avait un sujet bien sûr de prix, mais aussi d'ouverture et d'accessibilité des restaurants. Donc au global, malgré tout, un panorama extrêmement bénéfique. Quelques évolutions également, par exemple, qu'on verra plus tard, mais sur la mobilité. Pour la SNCF, c'est une année record. Dire que nos concitoyens français, puis les touristes étrangers ont beaucoup emprunté le train, plus 23% de fréquentation pour la SNCF. Et puis je le disais, toutes les activités d'outdoor, peut-être la canicule, le manque de personnel, l'inflation,
plutôt en retrait, sauf les parcs de loisirs, qui ont fait le plein durant l'année 2022, donc de façon assez exceptionnelle. La montagne. La montagne. Petit focus chez alors, nous. La montagne 2000. Alors, rappelons-nous, la montagne, le sujet de la montagne, c'est la montagne 4 saisons. C'est l'ambition à la fois économique et puis également dans le cadre de sa transition climatique et énergétique. 2020-2021, des années exceptionnelles parce que c'était les havres de tranquillité, on va dire de préservation virale. On peut se promener sans masque. Voilà, on peut se promener sans masque. Et 2021 s'inscrit un peu dans la même tendance. Ça confirme aussi les tendances lourdes sur différents types de stations, à savoir plutôt des tendances très favorables pour les stations de moyenne montagne, qui confirment une très forte fréquentation. Un peu moins d'activité de restauration, comme on l'a dit, puis un peu moins d'activité outdoor, mais plutôt la confirmation d'un bon niveau d'activité. L'hôtellerie a très bien marché, la restauration beaucoup moins sur la montagne. Mais pour autant, ça consolide l'idée qu'il y ait une place l'été pour les vacances en montagne sur des courts ou moyens séjours. Quelles sont les perspectives pour les mois qui viennent? Alors, les perspectives, bon là on est sorti quand même de la saison estivale, donc on est plus sur un tourisme urbain. Les prévisions de remplissage de l'hôtellerie en Ile-de-France en termes de tourisme sont plutôt favorables, avec une arrière-saison qui s'annonce plutôt bonne. Il y a quelques préoccupations, notamment le tourisme d'affaires, où à la fois les habitudes professionnelles changent, le télétravail, le digital, les connexions à distance, l'enjeu énergétique, et puis l'inflation, enfin les gaz à effet de serre, etc. Donc le tourisme d'affaires, on peut être assez quand même prudent, un peu réservé sur sa capacité à retrouver ses niveaux antérieurs. Un contexte géopolitique, alors qui aujourd'hui de fait ne touche pas trop le tourisme hexagonal, un peu les stations de ski, bien sûr, il y a l'archétype des Russes dans les stations de ski, on va dire les plus haut de gamme, mais ça reste malgré tout une clientèle assez marginale. Et puis, la grosse préoccupation, notamment dans notre région, c'est l'énergie et les stations de ski. Quelles vont être les solutions trouvées, apportées en termes d'ouverture de remontée, en termes, on va dire, de pic de consommation pour être sur un bon niveau de satisfaction. On a quelques rendez-vous importants en France, qui s'annoncent, qui deviennent de plus en plus proches. Il y a un qui nous concerne plus spécifiquement dans les Alpes du Nord. Il y a les championnats du monde de ski, Courchevel-Méribel, début février 2023, qui est un gros rendez-vous, on va dire, sportif, mais aussi d'attractivité, notamment de visibilité, même si tout le monde ne viendra pas sur les événements. Ensuite, on a la Coupe du monde de rugby, en septembre-octobre 2023. Et puis bien sûr, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques l'été 2024. Alors bien évidemment, les gros événements vont créer de l'attractivité, du tourisme, du flux, mais ça va créer aussi du référencement pour le pays. Il n'est pas rare qu'une étape du Tour de France qui ait montré tel ou tel champion à tel ou tel endroit voit l'année suivante l'arrivée de touristes pour vivre les mêmes choses. Donc globalement, notre pays en termes de tourisme se porte extrêmement bien. Ce qui montre malgré tout son attractivité et sa qualité de vie, qu'on a parfois qu'on oublie un petit peu en étant, on va dire, résident permanent. Les gros sujets du tourisme à venir, c'est la transformation environnementale, climatique, oui, c'est un vrai transition. Défi, c'est un vrai défi pour avoir globalement on va dire, un tourisme plus soutenable, à la fois bien sûr en termes d'écologie, mais aussi en termes budgétaires, dans le contexte économique, on va dire, moyen qui s'annonce. Aujourd'hui, le tourisme, ça représente 8% de l'émission des gaz à effet de serre. Beaucoup, bien sûr, sur l'aviation, mais pas uniquement. Et puis, on constate également une forme d'évolution sociétale, une recherche qui confirme finalement l'engouement pour la montagne 4 saisons, une recherche d'un tourisme plus apaisé, plus en autonomie, à savoir le tourisme pédestre, le tourisme cycliste, qui est en plein développement, et ça va aider aussi à cette transition sociétale. Donc globalement, 2022, une belle année, malgré un contexte d'incertitude. La fin d'année s'annonce plutôt bonne, on va dire, dans les zones urbaines où il y a un tourisme post-estival. Et puis l'hiver, quelques interrogations avec le sujet de l'énergie pour les stations de ski, et spécifiquement sur notre territoire. Donc on va rester à l'écoute, puis on va rester en accompagnement de nos stations pour que tout se passe au mieux. Et les championnats du monde de ski alpin, Courchevel-Méribel, vous n'avez pas osé le dire, je le dis, c'est avec la Caisse d'épargne. Tout à fait, nous sommes partenaires national et nous en sommes très contents et très satisfaits. Ça sera un grand rendez-vous, en février. 12 jours de compétition. Février 2023. Alors. Pour les non-spécialistes, les derniers championnats du monde, c'était Val d'Isère en 2009. Voilà. Donc merci. C'est un vrai rendez-vous. Merci Alain.
Et 25 millions de touristes étrangers cet été en France, cet été uniquement. Une fréquentation dans nos montagnes qui retrouve donc un niveau d'avant Covid. On a bien noté, qui invite à l'optimisme pour cet hiver, même si, vous l'avez dit, d'autres menaces planent. Ce sera l'occasion d'en reparler ensemble. Allez, 150e numéro de l'émission économique de Télé Grenoble, 13 ans de découvertes et de rencontres. Petit flashback entre 2010 et 2013 dans les chaînes de fabrication des skis Rossignol, dans les magasins de l'eau vive, chez le géant du silicium, Soitec, ou encore quand nous plongions, souvenez-vous, dans l'univers de Poma, de la SAMC, ou encore de PhotoWeb, et aussi dans la formidable aventure de Petzl. Bonjour à tous, c'est quoi l'affiche? C'est le rendez-vous que vous... Aujourd'hui, on a environ 200 modèles de ski différents. On leur apprend que de manger les biscuits bio, le pain bio, le lait bio, c'est important. Je reçois un chef d'entreprise rare dans les médias. Plus un processeur est évolué, plus il consomme d'énergie. Plus votre durée de vie de batterie est faible. Nous essayons d'être partout dans le monde, alors au moins partout où il y a des montagnes, des problèmes de franchissement. Si de temps en temps, quand on fait quelque chose de bien, on nous disait bravo et merci, ça nous motiverait. Envoyer ces photos au modem RTC en facturant chaque minute de connexion, c'était vraiment délicat. Tout a commencé par une invention de passionné. C'est l'ADN de Petzl, l'innovation. Et pour moi, les meilleurs, c'est ceux qui ont les yeux qui brillent. Petzl et les yeux qui brillent. Nos invités du jour ont les yeux qui brillent. Boris Saragaglia, bonjour. Bonjour. Président et fondateur de Spartoo à Grenoble. Et Pierre Chabert est également avec nous, avec Robin, fondateur et PDG d'Airstar. Merci Pierre, merci Robin d'être avec nous. Vous étiez parmi les toutes premières sagas que nous avions présentées au tout début, il y a déjà 13 ans. Alors, on va effectivement faire le point sur ce qui s'est passé en 13 ans avec vous. Que de chemin parcouru, et notamment pour Spartoo. À l'époque, on évoquait, Boris Saragaglia, 150 marques, 5000 modèles de chaussures, 25 salariés. Quels sont les chiffres actualisés 13 ans après ? Aujourd'hui, c'est à peu près 10 500 marques qu'on vend sur le site. C'est 1 400 000 références. Donc, 1 400 000 modèles couleurs qui sont disponibles sur le site. C'est à peu près 420 salariés. C'est à peu près 70 000 m² d'entrepôt, présents sur une trentaine de pays, voilà, avec 200 millions de volume d'affaires. Impressionnant, 25 salariés il y a 13 ans, 400 salariés aujourd'hui. Évidemment, une marque, on en reparlera, à la notoriété maintenant internationale, d'ailleurs, qui a visé le marché étranger dès le début. Oui, on a eu une première phase de démarrage qui était orientée France de 2006 à 2009, et avec une accélération de l'international entre 2009 et 2013, où on a ouvert plus de 25 pays sur les 5-6 dernières années, et avec une présence aussi en Chine, où on vend des produits en Chine depuis 6 ans. Alors, 1 400 000 références, disiez-vous. Alors, à l'époque, quand on avait évoqué Spartoo il y a 13 ans, vous vous posiez la question de lancer une gamme de sacs à main. Aujourd'hui, la gamme a considérablement évolué. Après, nous, on travaille par phase, par cycle. On a eu un premier cycle où il fallait asseoir un peu notre côté spécialiste de la chaussure. La chaussure est un produit où les fréquences d'achat ne sont pas toujours suffisantes pour pouvoir générer du profit sur le long terme. Donc on a adossé à cette segmentation de produits, à ces chaussures, d'autres produits à plus forte fréquence d'achat. Donc on a commencé le sac qui était assez complémentaire et pour des
pour des événements, par exemple, pour des cadeaux. Puis après, on a développé ça quasiment 2-3 ans après le démarrage. Puis à partir de 2010, on s'est ouvert au prêt-à-porter, qu'on a développé pendant une dizaine d'années, qui est à peu près 15 à 20% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Et une dernière phase qu'on a commencé à développer l'année dernière, qui est la décoration, la petite déco d'intérieur et de maison, pour compléter et trouver d'autres opportunités de communiquer aux consommateurs, pour faire parler de la marque au-delà des chaussures, parce que communiquer sur des chaussures tous les jours, toutes les semaines, à un moment donné, il faut aussi trouver d'autres éléments de communication. Donc on trouve désormais des luminaires, du linge de maison sur le site de Spartoo. On peut trouver tout à fait de la petite déco mode sur le site de Spartoo. Donc ça va du luminaire, ça peut être sur des petits posters, ça peut être une petite commode, un petit siège. En gros, sur des produits non volumiques, 1 mètre cube maximum. Et on trouve une bonne gamme de produits. On la développe depuis 1 an. Donc notre ambition, c'est toujours d'être le meilleur en termes d'offres sur le marché. Donc on continuera à développer sensiblement les catalogues produits sur la partie déco, comme on l'a fait sur le prêt-à-porter de la chaussure. Bon, l'essentiel de l'activité se fait quand même sur le cœur de métier. La chaussure, c'est quoi? C'est 5 millions de paires de chaussures vendues chaque année? Oui, à peu près. Une paire de chaussures hors taxe, on la vend à peu près à 40 euros. On fait à peu près 200 millions de volume d'affaires. Donc on a à peu près 5 millions de paires de chaussures qui sont expédiées de nos entrepôts. Nous, on a une stratégie qui a été très claire, c'est qu'on utilise une zone de localisation pour l'entreposage de nos produits, c'est à Lyon, à Saint-Quentin-Fallavier, qui est une des plus grosses plateformes européennes de logistique. De là, on a 2 entrepôts qui font à peu près 70 000 m² déployés. C'est à peu près en stock une valeur de 50 millions d'euros, à peu près 1 million 500 000, 1 800 000 paires, suivant les cycles de la saisonnalité de nos affaires. Et de là, on vient déployer et livrer partout en Europe. On a une supply chain avec 30 partenaires en Europe, où on est interconnecté en temps réel avec plus de 30 postes. Donc on a été les premiers à travailler avec les postes grecs, par exemple Yeneki, ou la Pologne, ou les Suèdes, la Danemark. Et on fait ça depuis Lyon, avec une petite parenthèse quand même sur le UK, sur l'Angleterre, où là on a nos entrepôts qui sont sur place. Ça nous fait beaucoup de chiffres et beaucoup d'informations à digérer. On va regarder les entrepôts, parce qu'effectivement là les chiffres sont impressionnants, vous en avez un petit peu parlé, mais à Saint-Quentin-Fallavier, près de Lyon, c'est quoi? C'est quasiment 7 hectares d'entrepôts, si on prend les surfaces déployées, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on a été les premiers en France. On a la plus grosse mezzanine d'un seul tenant de France, donc c'est des énormes cathédrales sur lesquelles on a déployé les chaussures. Donc toutes les chaussures sont ouvertes et sont stockées à la paire. Et on a été le premier entrepôt 100% en logistique fine, 100% RFID. Voilà. Et à partir de là, on essaie d'exécuter et d'opérer rapidement les commandes. On voit quelques images, c'est impressionnant. L'objectif, effectivement, c'est d'accélérer, d'améliorer le processus de préparation et d'expédition des commandes, avec un pari, expédier dans la journée toutes les commandes qui sont passées avant 15 heures. C'est ça. Nous, on est arrivé dans un marché où, avant 2006, le marché de l'Internet est un marché principalement tiré par le prix et par le marché parallèle. Nous, on est arrivé sur un marché où on a dit on veut avoir un positionnement mode, produit de saison, avec des prix, on va dire, les prix qu'on peut retrouver partout ailleurs, pas forcément orienté sur le discount. Donc on a vraiment travaillé à fond le service. On a été les premiers acteurs en 2006 à faire livraison gratuite, retour gratuit, qui était pour certains experts peut-être pas les bonnes manières d'opérer les affaires. Ce qu'on a observé, c'est que ça a permis d'ouvrir le marché et de nombreux acteurs y sont allés, dont des gens comme Amazon, dont des gens comme Zalando. Ou maintenant, on n'imagine pas le contraire, d'ailleurs, on n'imagine plus le contraire. Et aujourd'hui, la règle est plutôt la livraison gratuite. Ouais. Bien sûr. Et puis, il y a eu aussi ce pari qu'on a pris pour un peu fou pour quelqu'un pour une entreprise qui se spécialisait sur la vente en ligne, c'était l'ouverture de boutiques physiques. Ouais. Alors ça, c'est pareil. Donc ça, c'est un projet qui date de 2014. Donc moi, ça fait 15 ans que je travaille avec des fonds d'investissement américains, français, belges, etc. On observait que le monde de l'Internet est plutôt un mode de commodité où il était très difficile de créer de l'adhérence et de la fidélisation avec ses consommateurs. Tout simplement parce que nos fréquences d'achat ne nous aident pas et que les sens qui travaillent quand vous faites une vente sur Internet sont très faibles. Et pour créer un attachement à quelque chose, il faut les sens qui fonctionnent. Et les seules manières de pouvoir développer des sens et des interactions avec des sens, c'est se retrouver dans des boutiques physiques avec un merci, un bonjour, un au revoir, un sourire. Et c'est ça qu'on a essayé d'aller chercher, cette proximité-là qu'on a essayé de chercher avec les magasins. Donc on a ouvert le premier magasin en 2015.
Alors ça, ce qu'on a observé, c'est que ça a amené tout de suite de la notoriété sur les codes postaux présents sur nos magasins. Ça a généré du chiffre d'affaires additionnel sur nos magasins, dans les zones, dans les codes postaux. On a eu beaucoup de mal à trouver le modèle économique au démarrage, tout simplement parce que redévelopper des réseaux de chaînes de magasins sur des secteurs comme nous, c'est pas facile. Le marché n'était pas non plus hyper porteur à partir de 2015 dans les réseaux de distribution. Et là, depuis 3-4 ans, on a des croissances à 2 chiffres en like for like, sur comparable, en nombre de magasins comparables, sur les mêmes périodes comparables. On a maintenant 25 points de vente avec des magasins partout et des corners. Ouais, une dizaine de boutiques physiques et une quinzaine de corners. C'est ces emplacements dans les grands magasins, et notamment au printemps. C'est ça, tout à fait. À Paris. Bon, la gamme s'est élargie, on l'a dit. Il y a eu une introduction en bourse en 2021, notamment, vous allez nous expliquer pourquoi, mais notamment pour gagner en notoriété et financer des campagnes de publicité pour gagner en notoriété. Alors, on va voir une campagne de pub, je crois que c'est celle de cet hiver. L'objectif, c'est effectivement de marquer le terrain et les investissements en publicité ont été considérablement renforcés. Alors on a investi, en bourse on avait 2 gros enjeux. Il y avait un enjeu qui était de renforcer notre assortiment côté spécialiste chaussures et investir en stock, parce que quand on est orienté très flux de trésorerie dans notre métier, l'optimisation du stock est un sujet essentiel. Quand vous voulez faire de la recherche de croissance en optimisant les stocks, c'est souvent assez antinomique. Donc on a dit ok, on va repartir à des croissances. Les marchés financiers cherchent plutôt des croissances autour de 15-20. On était plutôt sur des croissances entre 5 et 10% par an. Même sur les 10 dernières années, on a plutôt fait 20% de croissance annualisée. Donc on a décidé d'investir particulièrement plus fort dans le stock, sur la spécialisation, et d'investir dans la notoriété. La notoriété passant par investir dans des médias type télévisuel, de communication à travers la télé. On a été un des premiers acteurs dans le web à faire de la télé il y a 14 ans, en 2008, sur des petits montants. Et là, on a décidé d'y aller massivement. Donc à partir de janvier, on a investi à peu près 400 000 euros par semaine sur les 2 premières semaines et après 200 000 euros par semaine. Donc c'était des budgets assez significatifs, de l'ordre de 3,5 millions, sur lequel, en plus, en face de cela, on a allé chercher à prendre des parts de marché de façon un peu plus agressive sur Internet. On a dépensé sur un premier semestre à peu près 5 millions de plus que l'année précédente. Alors, dans un contexte où, grosse période de Covid sur janvier, en tout cas de tests positifs sur janvier, le déclenchement, on va dire, des hostilités en mars sur l'Ukraine. Donc tout ça n'a pas été... on a fait ça un peu à contre-courant, mais on a beaucoup appris et ça nous a permis de faire un bon premier semestre quand même. Avec ce slogan, cherche plus partout, va chez Spartoo. C'est le slogan de l'hiver. Et puis, il y a eu aussi, durant ces dernières années, une croissance externe qui s'est renforcée avec l'acquisition de marques. Ouais. Donc, nous, notre cœur historique de métier, c'est la chaussure et la distribution. On s'est vite rendu compte que les problématiques liées à la fidélisation de nos clients ne nous permettraient pas de dégager des marges substantielles. Des marges substantielles, c'est des profits supérieurs à 10%. Dans la distribution, on va plutôt chercher des profits à 5%. Donc on s'est dit comment créer plus de fidélisation de clients tout en augmentant nos marges. Bon, tout le monde l'a fait avant nous. Voilà, c'est créer des marques, mais on l'a fait avec une vraie volonté de construire des marques et pas marques de distributeurs, etc. C'est d'avoir une segmentation de clientèle très clairement identifiée. Donc, on a une dizaine de marques qu'on a créées ex nihilo il y a une dizaine d'années, avec un postulat très clair, c'est on fait du circuit court. Donc, on a un des plus beaux panels d'usines en Europe. On a plus de 70 usines avec qui on travaille. On a un très bon panel aussi dans le circuit court qui est Tunisie-Maroc, voilà, dans l'enfant. Donc on a développé ça pendant 10 ans. On s'est rendu compte que ce qui est assez difficile dans les marques, c'est arriver à développer un imaginaire. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un client est prêt à payer 100 euros un produit alors que ce même produit est à 80 ? C'est qu'en face de ça, il a un imaginaire. Malheureusement, l'être humain a besoin de briller en société et donc il achète ce produit à 100 euros pour montrer à ses copines ou à ses copains son statut social. Le snob effect. Voilà. Alors ça a toujours fonctionné, ça fonctionnera toujours. Donc, on s'est dit comment gagner du temps par rapport à cela, parce que c'est extrêmement compliqué d'aller construire des imaginaires. Donc, on va acheter des imaginaires qui sont déjà là, oui. Mais qui ont eu des difficultés. Donc, j'ai commencé à avoir une bonne expérience dans les procédures collectives. Donc, j'ai commencé à tenter d'acquérir le groupe Bata en 2016. J'ai acquis le groupe André en 2018. J'ai déposé le bilan pendant la crise Covid. C'était un moment pas facile, mais on l'a fait. Donc ça, c'est peut-être le caillou dans la chaussure, quand même. Non, si c'était à refaire, je referais.
Voilà, parce que je pense que quand on prend des décisions, on les prend avec un contexte qu'on connaît, on les prend avec des hypothèses qu'on connaît. Bon, 6 mois après, on a les gilets jaunes, tous les samedis c'est fermé. On a eu juste après ça les retraites et on a juste après ça le Covid. Bon, moi je suis pas la filiale du groupe LVMH, vous l'avez compris. Donc moi je fais ça avec les fonds propres, Bien sûr. avec mes équipes qui sont incroyables. Néanmoins, la liquidité, je la trouve pas derrière le sabot d'un cheval. Donc des acquisitions réussies, alors on peut citer quelques marques. Ouais, donc on est parti à acquérir des marques. On a acquis 3 marques, donc plutôt moyen haut gamme. On allait acquérir des marques qui étaient un ancien fleuron de l'industrie française, filiale du groupe Suez, qui est un des derniers bureaux d'études français de fabrication de chaussures, qui est à Cholet, donc c'est GBB, qui avait plus de 4000 personnes. On a acheté Little Mary et Zipizy, donc ça a été... GBB, c'était la première acquisition en 2017. En redressement judiciaire, donc on aime bien aussi sauver les emplois, on aime bien investir, on est très industriel, alors les gens nous voient pas comme des industriels, mais on est très industriel, on réinvente beaucoup de processus sur la fabrication de chaussures, sur la manière dont on conçoit les chaussures, donc ça, et dernièrement, pendant Covid, on a acquis les actifs du groupe JB Martin, donc c'est une société qui faisait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires dans la chaussure, donc JB Martin, Christian Pelé qui est une marque, donc JB Martin qui a plus de 100 ans, Christian Pelé qui a 140 ans, qui est une marque de Vienne en Isère, et Un Matin d'été. Et là, on redéploie les marques chez les détaillants. Donc voilà, donc on a 10 commerciaux, 2 par région, un pour l'enfant, un pour l'adulte. Et là, on va voir les indépendants et on va leur vendre des chaussures, au-delà de les vendre aussi sur Internet. Et ça se développe très fort. Bon, puis cet été, il y a eu Sage Paris également, vous n'avez pas cité. Et on a eu l'acquisition, parce qu'on aime beaucoup l'industrie, on aime beaucoup les gens qui font de leurs mains. Même si nous, on fait avec nos mains sur Excel. Moi, j'aime les gens qui font de leurs mains et qui touchent des biens physiques. Donc, c'est une marque éco-conçue, made in France. Donc, on a des usines de production en France où on produit du prêt-à-porter à des tarifs très accessibles. C'est très parisien et on essaiera de la développer pour en faire une belle marque. Bon, alors là, on était sur du B2B, business to consumer, pardon. Là, vous lancez aussi, et j'aimerais qu'on conclue avec ça, une activité de livraison. Alors, donc 90% de nos affaires, ce sont du B2C. Donc, on vend au consommateur final un produit. Voilà. Au-delà de ça, on a essayé de regarder comment on pouvait maîtriser nos coûts, voire même les diminuer. D'accord ? Une grosse partie des coûts chez les e-commerçants, ce sont le transport. Donc, on a développé une activité de commissionnaire de transport. Notre enjeu, c'est de faire quoi ? Donc, on a des contrats qu'on pense avoir bien négociés, qu'on va revendre à des e-commerçants en Rhône-Alpes, donc à Paris, à Marseille. L'idée, c'est faire quoi ? C'est d'aller voir tous les commerçants et de leur dire, écoutez, vous payez le transport assez cher. Nous, on est capable de baisser de 20 à 30% vos coûts de transport. En plus, c'est des coûts variables, donc ils sont très difficiles à baisser. Donc, on va vous les baisser et on va vous amener à l'international. Donc, on aide les entrepreneurs à s'internationaliser, à les amener en Grèce, en Pologne, en Suède, en Norvège, en Finlande. Et grâce à des coûts extrêmement bas, puisque on a aussi développé, ces 10 dernières années, un module d'injection, c'est-à-dire qu'on consolide des camions, on va sur les territoires, on va les injecter sur les postes locales. Et ça, c'est très, très rare. C'est ce qui fait baisser les coûts. On a développé cette société-là il y a 4 ans. Ça fait une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un business assez profitable. Et on continue à développer et qu'on continuera à développer parce qu'on pense, en plus dans les contextes inflationnistes où le prix du baril est assez élevé, on pense que c'est très, très bien de rejoindre notre activité qui s'appelle ToPost. Voilà. Merci beaucoup. Spartoo, créé en 2006. Quel chemin en si peu de temps. C'est exceptionnel. Merci beaucoup, Boris Sargaglia. Vous restez bien sûr avec nous. On en vient à une rubrique incontournable depuis 13 ans, une question économique qui est posée par nos téléspectateurs. Et oui, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpedécideurs@telegrenoble.net. Cette semaine, c'est une question de Lucie qui va avoir des précisions sur les conséquences du dollar fort. Alain. Alors avant de parler des conséquences, rapidement les raisons. Pourquoi le dollar devient-il fort ? Il y a 2 raisons en fait assez simples. Première raison, c'est qu'actuellement avec l'inflation, toutes les banques centrales remontent leur taux d'intérêt. Et que la Fédérale Réserve des États-Unis, la Banque centrale américaine, remonte plus vite ses taux d'intérêt parce qu'il y a plus d'inflation aux États-Unis qu'ailleurs. Et donc ça donne des placements plus attractifs, ça renforce la monnaie et donc le dollar monte en termes de valeur par rapport aux autres monnaies. L'autre raison, c'est que c'est une valeur refuge. C'est-à-dire les économies sont quand même globalement un peu dollarisées et les grandes transactions économiques se font beaucoup en dollars. Les impacts, tout dépend de quel côté on se situe.
Dire si on est détenteur de dollars et qu'on importe en euros, en yens ou en livres sterling, ça coûte moins cher. Si on n'est pas détenteur de dollars, par exemple détenteur d'euros comme en Union européenne, et qu'on importe de l'énergie en dollars, ce qui est le cas, ça coûte plus cher. Donc il y a cet effet de change, et quand on est exportateur, on peut penser notamment aux fabricants de machines-outils allemandes, qui eux sont sur une industrie forte avec un euro qui se déprécie. Là, ils ont un vrai levier de compétitivité, qualité du produit et compétitivité en termes de valeur. On peut regarder aussi du côté de l'endettement des pays, notamment des pays, on va dire, soit émergents, soit en développement, qui ont des économies très dollarisées, à la fois dans la rue, mais également dans leur endettement international. Ces pays-là qui ont contracté de la dette en dollars, on peut citer l'Argentine, on peut citer le Kenya et d'autres, l'Éthiopie, finalement, leur dette se renchérit sur des économies qui sont déjà très fragiles. Donc, et en termes de capacité de solvabilité, ça va poser des problèmes supplémentaires et probablement des difficultés qui vont créer d'autres crises, peut-être de moindre ampleur, mais d'autres crises. Donc voilà, donc le dollar, en termes de monnaie pivot, est extrêmement sensible. Alors, on a un effet un peu parallèle, on va dire, pas très loin de chez nous, c'est le franc suisse, qui n'a pas cette valeur de monnaie refuge moins forte que le dollar, mais malgré tout, et qui de fait suit par sa capacité de résilience et la dynamique de son pays un peu le dollar, et aujourd'hui le franc suisse est beaucoup apprécié par rapport à l'euro. Voilà. Donc nos transfrontaliers en bénéficient. Bien sûr. Merci Alain pour ces précisions. Si vous aussi vous voulez interroger Alain Denisot, écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. Allez, nouvelle séquence souvenir à l'occasion de ce 150e numéro de l'émission économique de Télé Grenoble. Tout a débuté donc en février 2009. C'était à l'époque avec CIC Orio, une entreprise que l'on suit encore aujourd'hui. Et dès le 3e numéro, nous invitions ici Boris Saragaglia, qui venait tout juste de créer Spartoo. Suivait pour la numéro 4 la saga Airstar, dont on va parler dans un instant. Très vite avec vous, nos téléspectateurs, nous sommes entrés dans des coulisses économiques souvent très discrètes. Les liqueurs de Chartreuse, le parc Walibi, le géant du cimentier Vicat, l'exploitation maraîchère des jardins de Saint-Quentin, King Jouet, le fournisseur officiel du Père Noël, qui commence à bien travailler en cette fin d'année. On est entré aussi chez le traiteur intraitable, Pierre Martinet, ou encore dans le secret des recettes des sirops Tesser. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble. La salle des plantes est au monastère. C'est eux qui choisissent, qui sélectionnent leurs plantes, qui les broient, qui les assemblent. Je dirais au fur et à mesure jusqu'aux années 2000, le parc a grandi et évolué pour atteindre une fréquentation historique et un record de fréquentation de 500 000 visiteurs un peu plus au début des années 2000. Le béton composé de ciment, de granulats, d'eau, de sable et de poudre de perlimpinpin qui en donne qui donne ses caractéristiques spéciales. Nos magasins, ils sont ouverts quasiment tous les jours, on fait les marchés tous les jours, donc on travaille à flux tendu, notamment l'été, où on vend toujours les produits qui sont ramassés la veille. Et les lutins s'activent dans les réserves du Père Noël. Les magasins de centre-ville offrent bien sûr, je parlais de la Reine des Neiges, de Star Wars, ça sera présent, Playmobil, Lego sera présent, mais aussi amènent des produits un peu différenciants, et notamment du jouet français. Nous favorisons l'agriculture en France et dans nos régions aussi, d'où la betterave, la lentille, le couscous, du taboulé. Souvent, ce que les gens attendent, c'est retrouver leur classique, mais avec une touche un peu originale. Donc on va retrouver des gammes, par exemple avec un pamplemousse et une touche de framboise,
Ça n'a rien de révolutionnaire, mais simplement ça permet quand même de rassurer les gens avec quelque chose d'un peu de nouveau et de moderne. Voilà pour quelques souvenirs, mais il y en aurait tant d'autres. Et parmi les belles sagas que nous vous avons fait partager, celle d'Airstar à Champré-Frouge. Pour revenir sur cette saga, Pierre et Romain Chabert, merci encore d'être avec nous. Tout a commencé, Pierre, avec une idée assez simple, mettre de l'éclairage dans un ballon gonflé à l'hélium. Oui, au départ d'ailleurs, je crois que c'était pas même l'idée de mettre un éclairage dans un ballon pour éclairer, mais mettre de l'éclairage dans un ballon pour voir le ballon, pour faire de la décoration. Et le constat a été de s'apercevoir que ça éclairait aussi, et donc là, forcément, ça a changé l'envie, ça a donné la capacité à devenir un éclairage. Donc c'était l'histoire d'Airstar. En 94, le tout début, avec une levée de fonds. J'allais dire minime. À l'époque, c'était pas minime, mais c'était 1,5 million de francs. On a démarré tout petit, oui. Oui, on a démarré avec des moyens presque artisanaux. Et on ne savait pas encore si ce produit allait marcher. Il était farfelu, c'était complètement décalé par rapport à ce qui existait dans le monde de l'éclairage. Donc on était très croyants, on était persuadés que ça allait marcher. Mais malgré tout, il fallait rester un peu les pieds sur terre. Et avant d'aller chercher des grandes levées de fonds, il s'agissait de démarrer et de voir quelle était la réaction. Très rapidement, c'est 250 ballons qui sont sortis des ateliers par mois, donc c'était énorme. Assez vite, ça a été un chiffre d'affaires et étonnamment, pour une petite start-up, un bénéfice dès la première année, ce qui n'est pas forcément courant dans les débuts, et une ouverture à l'export immédiate. Donc dès la première année, plus 60% à l'export. Parce que, en fait, le constat de ce projet totalement décalé, moi, je m'étais dit, si nous ne vendons des produits qu'en France, on va peut-être en vendre quelques-uns, ce sera très très artisanal, et le quelques-uns multiplié par le nombre de pays, ça peut faire beaucoup plus. Donc dès le début, le souhait était d'aller à l'export. Et notamment en Asie, enfin partout dans le monde. À l'époque, il faut dire que très rapidement, ce produit a trouvé ses marchés, notamment le BTP, l'événementiel bien sûr, les secours. Ah oui, absolument. Le ballon éclairant sur le marché de l'éclairage, c'est quand même... C'est la niche, voilà. Mais c'est un éclairage qui a vraiment beaucoup de qualité, qui est très différenciant, qui est très doux, très enveloppant, et qui amène finalement sur ces marchés-là, ce qu'on appelle le safety, l'événementiel, le film, des caractéristiques particulières qui sont finalement recherchées. Et c'est pour ça que le ballon éclairant a trouvé son marché. Alors le marché, on peut décortiquer un petit peu. L'événementiel, j'ai entendu dire que vous aviez notamment éclairé les clips de Jennifer Lopez. On a éclairé l'équipe de Jennifer Lopez, on a éclairé le président Obama, on a éclairé M. Biden, on a éclairé les plus grandes marques de luxe du monde. On a un palmarès assez impressionnant pour une petite société grenobloise. Alors ces ballons, il faut imaginer, des ballons de toutes les tailles, de toutes les puissances. Le plus petit peut se brancher sur un allume-cigare et le plus grand peut éclairer combien de stades de foot? Plusieurs hectares. Voilà, donc aujourd'hui c'est vrai qu'avec la notion et la conscience écologique, les ballons de très très forte puissance, on en fait quand même de moins en moins, mais on a eu fait des ballons qui éclairaient plusieurs hectares. Bon, puis alors il y a l'éclairage des zones de chantier. Alors moi j'ai noté Sirocco. Sur un chantier avec Sirocco, on peut en 2 minutes éclairer plus de 2 hectares. Plusieurs milliers de mètres carrés, en tout cas. J'ai 22 500 mètres carrés sur ma fiche. Alors ça c'est les très grands. Romain disait qu'on faisait moins de ballons de puissance qu'avant. J'aurais tendance à dire on fait moins de ballons qui consomment de l'énergie qu'avant, mais de la puissance en lumière, en lumen, on en a toujours. Je me suis laissé dire aujourd'hui, et j'ai vu ça dans l'atelier, qu'un ballon de 400 000 lumens était en préparation. Absolument. Qui verra ses premiers essais ces jours-ci. Donc 400 000 lumens, mais c'est pas pour ça qu'il faut une centrale électrique pour l'allumer. C'est ça qui est très important. Il garde un œil sur les ateliers, quand même. Toujours. Toujours. Bon, alors, on va évoquer quand même cette période Covid. Boris Saragaglia en parlait tout à l'heure. Elle a été difficile à passer, et notamment pour votre marché. Quand on est sur l'événementiel, quand le Covid arrive, tout s'arrête du jour au lendemain. Exactement, tout s'est arrêté. On a perdu 50% de notre chiffre d'affaires en un mois, voilà, mondialement. Donc on a été énormément impacté. On est suivi forcément des difficultés de trésorerie. Voilà, il a fallu prendre des décisions qui étaient difficiles. Voilà. Mais justement, là, ça m'intéresse parce que d'abord, vous avez fait des masques à l'époque où on en manquait. Ça, c'était pour passer la crise. Mais là où d'autres auraient fermé boutique, vous avez dit on va profiter de ces périodes pour investir dans l'innovation, la recherche. L'innovation, c'est dans l'ADN d'Airstar depuis toujours. Mon père est un innovateur et donc voilà. Et donc effectivement, pendant cette période difficile, on a décidé de croire en nos idées et donc de maintenir un flux d'investissement en recherche et développement qui était important
et qui nous a permis, au sortir de la crise, de sortir des produits, une nouvelle génération de produits, pour le coup très innovantes, et qui nous a permis du coup de ressortir fort de la crise. D'être d'attaque dès le début de la reprise. D'être d'attaque à la reprise. Et d'ailleurs, tous nos distributeurs et clients dans le monde l'ont noté et nous ont remercié pour ça, parce que c'était pas courant. Voilà. Et d'ailleurs, nos concurrents l'ont pas fait. Alors, qu'avez-vous inventé pendant ces mois de réflexion alors ? Eh bien, on a développé une nouvelle génération de ballons éclairants qui est connectée, qui bénéficie d'une technologie qu'on a appelée la AirStar LED Matrix. Donc, c'est une technologie qui est brevetée. Et en fait, on a designé des pixels de forte puissance, voilà, des lumières de forte puissance qu'on est capable d'assembler dans des ballons éclairants. Et aujourd'hui, ça nous permet tout simplement de proposer des ballons qui sont les meilleurs du marché, qui sont les plus légers, les plus efficaces en énergie. Oui, ça n'existait pas. Non. Et ce qui est intéressant aussi avec cette nouvelle génération de ballons, c'est qu'on est capable de proposer des nouveaux usages de nos produits sur tous les domaines. Donc on peut, par exemple, pour les chantiers, proposer de la signalétique. Personne ne fait de la signalétique avec des ballons éclairants. Et quand on va aller sur de l'événementiel ou sur du film, eh ben là, on va créer des nouveaux effets lumineux, là aussi qui n'existent pas, puisque personne ne faisait ça dans un ballon éclairant. Alors tous ces ballons avec ces énormes pixels à l'intérieur, en plus ils sont connectables les uns aux autres. Ces pixels, ils sont modulaires, ils sont assemblables, et les ballons sont effectivement connectés entre eux et connectés à l'utilisateur au travers d'une application pour smartphone, donc AirStar. Si on tape AirStar sur les stores, on va trouver l'application, et qui permet d'accéder à nos ballons et de créer tous ces nouveaux usages et ces nouveaux effets. Bon, l'innovation ADN de l'entreprise, disait Romain. Oui, moi j'ai toujours dit que AirStar est né de l'innovation et ne vivra que par l'innovation. C'était un leitmotiv pendant le Covid. Qu'est-ce qu'on fait ? On limite les budgets pour le bureau d'études. Et on pensait, Romain et moi, et nos équipes aussi, que c'était pas la bonne idée, parce que l'ADN d'AirStar, c'était l'innovation. Et si on voulait ressurgir, être le phénix, il fallait refaire de l'innovation comme au début. C'est peut-être AirStar 2, mais il fallait refaire de l'innovation comme au début. C'était audacieux, hein, c'était un vrai pari, parce que payer 6 développeurs, un bureau d'études interne, pendant tous ces mois de Covid, c'était un défi, c'était un pari. Eh bien, l'innovation et l'audace, c'est 2 de nos valeurs, voilà, parmi les 6. Donc, effectivement, on est resté dans nos valeurs. Et on a pris des risques. Je crois que c'est notre métier aussi. Je pense que Boris, peut-être moi, me contredira pas. Voilà, et puis ça a marché. Bon, l'audace, Pierre Chabert, avec ses innovations, cette passion pour les ballons vous a poussé à vous lancer un autre défi, c'est de réhabiliter les dirigeables. Les ballons dirigeables. Alors on reste dans le ballon, hein, avec l'association Transocéan notamment, hein, et on en a vu quelques images. Vous avez traversé la Manche à bord d'un dirigeable, c'était un record en 2013, et là vous lancez un nouveau record dans quelques semaines, quelques mois. Quelques semaines, quelques mois pour le record lui-même, mais en tout cas pour les premiers vols, quelques semaines. L'objectif, c'est de faire un record de vitesse en dirigeable. Et pourquoi un record de vitesse ? Parce qu'il faut qu'on montre aux jeunes qu'un dirigeable, ça peut être quelque chose d'assez fun. Beau, rapide, silencieux, et qui normalement devrait donner envie. Parce que je crois que l'avenir du dirigeable n'existe que si les jeunes s'y intéressent. Alors on voit un dirigeable qui va tout doucement, qui vole de façon assez paisible. Le record, c'est combien ? Alors le record actuel, c'est 115. C'est un record qui a été fait par Zeppelin NT, piloté à l'époque par Steve Fossett. Donc battre ce record-là, c'est un peu symbolique en même temps. Steve Fossett, c'est quand même... Ça a été un homme, c'est quelqu'un d'important. Et donc, c'est un beau record auquel on s'attaque, très écologique, puisque c'est en propulsion électrique, et avec une motorisation qui est assez faible. Donc, c'est un peu la démonstration qu'on peut voler de façon écologique et qu'on peut voler assez vite. Ça sous-entend qu'on peut aussi sortir quand il y a du vent, quand il y a des conditions un peu turbulences, ce qui est souvent opposé au dirigeable. L'objectif, atteindre quoi ? 130 km/h ? 130 km/h, la machine est conçue pour aller un peu plus vite, mais on va essayer de ne pas la casser tout de suite. Donc 130, ce serait déjà pas mal. On va suivre ça de très près, donc d'ici début 2023, on va dire. Voilà, la machine devrait voler, devrait prendre l'air avant la fin de l'année. Donc on la verra un peu dans l'espace du Grésivaudan à la fin de l'année et s'entraîner, préparer son record, puisque là c'est comme une Formule 1, il faut mettre en place tous les process. Et puis quand on est au point, on va attaquer ce record pour le premier trimestre. À surveiller dans les alentours de Champré-Frouge dans les semaines qui viennent. Un peu visuelles. Un dernier mot, messieurs, parce que cette émission économique, c'est aussi la mise en valeur de l'esprit d'entreprise. Entreprendre, c'est quoi pour vous ? Comment vous le définiriez, cet esprit d'entreprendre ? Boris, je disais, pour vous, entreprendre, c'est créer son propre chemin. Ouais, je pense qu'en tout cas, moi, ce qui a animé l'envie d'entreprendre, parce que moi, j'ai démarré à l'école. Hein. Tout jeune, hein, vous aviez 23 ans quand vous avez créé l'entreprise. C'est ça, tout à fait. Non, moi, c'est 2 choses. La première, c'est un goût pour la liberté. Voilà, je pense que c'est pouvoir
se projeter dans quelque chose, être à la fois acteur, à la fois assumer les choses qui ne sont pas faciles, et à la fois essayer de temps en temps d'avoir des choses positives aussi dans ce qu'on arrive à accomplir. Donc ça, pour moi, ce goût de la liberté, de pouvoir se projeter et construire quelque chose, ça a énormément de valeur. Je pense que la liberté, c'est en numéro 1. Et en numéro 2, c'est pouvoir construire une aventure avec des gens qui partagent vos valeurs. Donc moi, j'ai la chance, je vois toutes les shortlists, je vois 200 personnes par an à peu près. Tous les 2 derniers qu'on veut recruter, je les vois depuis 15 ans, je fais ça. Donc j'essaye d'avoir une bonne compréhension des individus en peu de temps, parce que c'est des sessions qui durent une demi-heure pour chacun. Et ça m'a vraiment beaucoup motivé au démarrage de pouvoir choisir les gens avec qui je travaille, avoir des valeurs qui nous semblent être importantes, et construire avec la liberté et des gens qui partagent nos valeurs. Pour nous, ça n'a pas de prix. Et voilà pourquoi je pense qu'entreprendre, c'est beau. Romain, cet esprit d'entreprise. Déjà, je partage ce qui a été dit. Puis c'est l'envie de créer. C'est l'envie de créer quelque chose, d'amener sa pierre à l'édifice. Dans mon tout premier métier, c'était l'aéronautique. Aujourd'hui, c'est l'éclairage dans la suite de mon père. Et voilà, c'est vraiment l'envie de faire avancer les choses et de le faire effectivement, de le partager avec des collaborateurs, en équipe. Et puis, pour le coup, moi, j'ai toujours eu ça depuis que je suis sorti de l'école, de créer des emplois un petit peu en France. On s'est beaucoup battu pour maintenir nos usines, notre usine en l'occurrence en France. Et la nouvelle technologie justement qu'on a développée le permet, parce qu'elle nous permet d'être plus compétitifs. Et c'est aussi un point qui pour moi est important, même si c'est pas facile tous les jours. Voilà. Merci en tout cas. Alain, 150 numéros de cette émission économique, des milliers de chefs d'entreprise reçus ici, des filières présentées, des start-up, des innovations mises en lumière. En 13 ans, on a vu un panel impressionnant de chefs d'entreprise. Considérable. Non, moi, j'ai 2 réflexions qui me viennent. C'est déjà plus de 150, c'est souvent même 2 fois plus de 150, puisque souvent il y a 2 chefs ou 2 équipes qui sont aux séquences Alpes Décideurs. Donc c'est 150 rencontres, bien sûr pour nous, mais je pense aussi pour les téléspectateurs. Puis je pense que c'est 150 vitrines positives pour l'entrepreneuriat. Ce dont a terriblement besoin notre pays. 150 façons de montrer que l'entreprise, c'est bien, c'est ce qui crée de la valeur, c'est ce qui crée de l'emploi, de l'activité, c'est de l'espoir, ce qui donne le goût d'entreprendre. Et pour ma part, qui anime je suis partie prenante depuis maintenant plus de 4 ans, c'est un morceau des 150 plaisirs qu'on a pu avoir à partager avec des chefs d'entreprise. 150 émissions et aussi, vous avez raison, un partenariat fidèle et très agréable avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. J'ai d'ailleurs une pensée pour tous les chroniqueurs qui m'ont accompagné ici. Un remerciement particulier pour vous, Alain, qui est à mes côtés depuis 4 ans, effectivement. Merci aussi aux équipes de Télé Grenoble qui portent cette émission avec moi. Merci à tous de votre fidélité. Sans vous, rien ne serait possible. Tout au long de ces 150 émissions, vous avez été particulièrement fidèles. Vous pouvez bien sûr revoir Alpes Décideurs sur Internet, télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.